Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais expliquer pourquoi DAI est à mon avis un très mauvais choix de stablecoin. Sur le papier, un stablecoin décentralisé est un excellent choix, c'est même à mon avis le meilleur choix possible. Pourquoi? Parce que c'est le seul moyen d'avoir un stablecoin résistant à la censure et trustless. Résistant à la censure, ça veut dire que personne ne peut vous empêcher de recevoir des fonds et personne ne peut vous empêcher de dépenser ces fonds. Et trustless, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de faire confiance. Pas besoin de faire confiance. Pourquoi? Eh bien, pas besoin de faire confiance pour savoir si derrière chaque DAI, il y a vraiment quelque chose qui garantit sa valeur de 1 DAI égale 1 dollar américain. C'est le 5e épisode de la série et dans les 2 premiers épisodes, nous sommes largement revenus sur USDT et USDC. Dans le premier épisode, nous avons vu que pour USDT, il fallait faire confiance à un petit groupe de personnes pour une très grosse somme d'argent. Il y a des rumeurs et des bruits qui courent comme quoi il n'y aurait pas suffisamment derrière USDT. À l'heure actuelle, rien ne le prouve, mais moi, étant donné que je ne suis pas obligé de leur faire confiance, je préfère me rabattre sur une solution qui m'apparaît comme étant plus sûre. Pour USDC, c'est à peu près la même chose, et pourtant, l'ensemble de la communauté crypto fait largement plus confiance à USDC qu'à USDT, à tort, à mon avis. On a vu que pour les plus de 50 milliards qui se trouvent dans la réserve du SDC, on faisait confiance à la signature d'une seule société, un certain Timothy, et que l'histoire nous a prouvé, à la fois dans le monde des cryptos et à la fois dans le monde de la finance traditionnelle, que le Ponzi, c'était toujours quand même une petite possibilité, donc faut faire attention. Et on a vu que dans le cadre de USDT et USDC, c'était même encore pire que ça, car même s'il y a de l'argent dans la caisse, ces sociétés peuvent faire des emprunts, peuvent s'endetter de manière massive, et au cas où ces sociétés font faillite, les gens qui leur ont prêté de l'argent auront le droit d'aller taper dans la caisse des détenteurs du SDT ou du SDC pour se rembourser. Et à ce moment-là, la valeur de votre USDT ou de votre USDC plongerait de manière massive. Vous n'avez aucun moyen de savoir si par des artifices juridiques complexes, la société Circle qui est derrière USDC s'est en réalité portée garantie pour telle ou telle compagnie, comme par exemple sa compagnie sœur Coinbase ou pour d'autres compagnies. Et on le rappelle, en ce moment, chez Coinbase, ça ne se passe pas hyper bien, moins 80% sur le prix de leurs actions et 18% des salariés virés, c'est pas bon signe. Peut-être que Circle, en tant qu'entreprise, a fait des mauvais investissements et a en fait énormément de dettes. Je n'en sais rien, vous n'en savez rien et en réalité, personne ne le sait. C'est la raison pour laquelle les 2 premiers stablecoins du marché ne me semblent pas très sécurisés. Et c'est la raison pour laquelle un stablecoin décentralisé trustless, c'est-à-dire un stablecoin où notre confiance n'est pas requise, où on peut tout simplement aller vérifier que les fonds nécessaires sont sur la blockchain, est vraiment cool. Quant à leur côté résistant à la censure, USDT et USDC ont une fonction freeze. C'est déjà arrivé par le passé que du fait de la loi sur réquisition judiciaire, ils ont dû geler les fonds qui se trouvaient sur telle ou telle wallet. Donc non seulement c'est possible, mais c'est déjà arrivé. Voilà finalement, qu'en est-il de DAI? Est-ce que la blockchain, ce n'est pas l'outil parfait pour le côté trustless? Tout le monde pourrait vérifier à tout moment que les assets qu'il y a derrière les DAI sont effectivement présents dans les smart contracts. Et pour le côté trustless, il suffirait que dans le smart contract de DAI, il n'y ait pas de fonction freeze et problème réglé, tout va bien. Sauf que mauvaise nouvelle, et je sais que ça va en décevoir plus d'un, ce n'est absolument pas le cas. Et effectivement, grâce à la blockchain, on peut aller voir les vaults, qui sont des smart contracts, qui sont les
coffres-forts qui détiennent les fonds qui assurent que pour chaque DAI en circulation, il y a bien suffisamment de valeur pour qu'il vaille $1. Et c'est justement parce qu'on peut voir ce qu'il y a dans ces vaults qu'on peut voir le problème. Par exemple, sur ce site internet, on peut voir la cagnotte de DAI et on a accès à tous les détails. Et malheureusement, on voit que ce qui se cache derrière DAI, eh bien, c'est d'autres stablecoins. En ce moment, on est à 58%. Et la plupart de ces stablecoins, l'immense majorité, c'est de l'USDC. Il y a plus de 3,5 milliards d'USDC et un peu moins de 500 millions de PAX, c'est-à-dire de l'USDP. Donc sur les 7 milliards de la cagnotte de DAI, vous avez plus de 4 milliards de stablecoins. Et donc du coup, avoir du DAI, c'est avoir quelque part, en grande majorité, du stablecoin USDC. On a vu dans l'épisode 2 et 3 toutes les raisons pour lesquelles je pensais que avoir de l'USDC c'est une mauvaise idée et avoir du DAI c'est équivalent à avoir de l'USDC. Pourquoi ? Parce que si l'USDC plonge, s'il y a un problème sur l'USDC, évidemment il y aura un problème sur DAI. Mais avec DAI, on prend un risque encore supplémentaire à USDC. Le risque supplémentaire, c'est le risque de hacking, de bug, bref, le risque technologique. Donc rien que ça, rien que la composition du coffre-fort de DAI, en quelque sorte, élimine DAI. Et maintenant, on peut faire encore pire. On peut faire une projection dans le futur et mettons que un jour, le gouvernement américain décide d'imposer son CBDC. CBDC, ça veut dire Central Bank Digital Currency. En Europe, on entend parfois parler de l'euro numérique. Eh bien, aux États-Unis, il y aurait un pendant qui serait cet USD numérique et qui serait géré directement par la Fed. En Europe, l'euro numérique serait géré directement par Christine Lagarde et ses petits copains de la Banque Centrale Européenne. En Chine, le yuan numérique existe déjà et c'est terrible puisque à tout moment, le gouvernement chinois peut geler les fonds de n'importe qui. Donc, quelque part, les citoyens chinois sont tenus par les coronas. Pour l'instant, le gouvernement américain laisse faire au niveau des stablecoins. C'est une assez bonne stratégie puisque du coup, les stablecoins des dollars américains se diffusent énormément plus que tous les autres puisqu'ils sont moins régulés et plus intéressants pour la plupart des gens. Et rien n'empêchera le gouvernement américain, le temps venu, de réguler et de mettre la main sur tout ça. On le voit à tout moment, ils peuvent contraindre USDT ou USDC à geler tel ou tel compte sans aucun problème. Et justement, la décentralisation est censée nous protéger de tout ça, et donc DAI est censé être une alternative plus libre sur laquelle le gouvernement américain ne pourrait pas avoir prise. Oui, mais si 58% du coffre-fort est rempli de quelque chose que le gouvernement américain peut contrôler facilement, comprenez bien que DAI est en réalité totalement centralisé et totalement dans la main du gouvernement américain. Demain, si d'aventure DAI ne voulait pas se plier aux règles de Washington, eh bien il suffirait au gouvernement américain d'aller voir USDC et de leur dire « Salut les mecs, vous savez quoi ? Les 3,6 milliards qui se trouvent dans la cagnotte de DAI, vous allez les geler temporairement jusqu'à ce qu'ils coopèrent. » Et croyez-le ou non, DAI coopérera ou mourra. Donc DAI n'est pas du tout décentralisé et l'avantage qu'on pourrait avoir à la décentralisation, à savoir que ça soit résistant à la censure ou trustless, n'est pas du tout là. Finalement, avoir du DAI, c'est quasiment comme avoir de l'USDC et les raisons qui font que je pense qu'avoir de l'USDC, c'est moins bien que d'avoir du BUSD, beaucoup moins bien que d'avoir du BUSD. Vous pouvez le voir dans l'épisode 2 sur l'USDC et dans l'épisode 4 sur le BUSD. On pourrait développer énormément
énormément plus sur MakerDAO et on pourrait dire finalement que MakerDAO, eh bien c'est une DAO et que pour en prendre le contrôle, il suffirait de prendre entre 30 et 51% de ces tokens et on aurait la main sur l'ensemble des décisions. On pourrait aller regarder tout un tas de détails et croyez bien que je l'ai fait pour préparer cette vidéo et en fait aussi pour faire mon choix sur les stablecoins en général. Mais finalement, cette arme atomique de pouvoir à tout moment geler 58% de la cagnotte de MakerDAO, je trouve que c'est un argument suffisant pour écarter ce stablecoin et pour se dire qu'il est réellement dans la main du gouvernement américain et que, tant qu'à faire, autant choisir un stablecoin centralisé qui paraît plus solvable, qui paraît plus sûr que USDC. Voilà, c'est de là-dessus que s'achève ma petite série sur les stablecoins. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous abonner. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter et si vous êtes anglophone, vous pouvez vous abonner à la newsletter Drunken Tapir que je co-rédige avec un ami. Et en attendant, moi je vous dis à bientôt dans l'univers crypto.